Avec vous justement, Monsieur Malguir. Vous avez été créé au Vietnam en 2001. Vous m'avez dit c'est simple, on est présent à peu près partout dans toute la zone, Cambodge, etc., Philippines, Thaïlande, etc. C'est un gros tropisme. Quel est le pourcentage de votre chiffre d'affaires qui aujourd'hui est en ASEAN? Je rappelle que vous êtes sur toute la chaîne du bâtiment, hein, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, livraison, management, etc. après de bâtiment. Que représente l'ASEAN dans votre activité? Le siège est au Vietnam. Hein. Tout à fait. Tout à fait. La société, en fait, nous sommes une EFE, une entreprise de Français de l'étranger. Donc, la boîte a été créée par des Français, subventionnée à 100% par des Français au Vietnam en 2001. Et, enfin, en 2002, pardon. Et aujourd'hui, l'ASEAN fait encore 70% de notre activité. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, comment est la conjoncture? Elle est bien orientée là sur le bâtiment. C'est toujours ça fourmille à Jakarta, à les grandes mégalopoles, à Bangkok, à Manille, à Phnom Penh. Moi, j'avais été épaté par le changement de Phnom Penh en 10 ans, par exemple, qui est pourtant une ville moyenne. Alors, ça construit beaucoup? Phnom Penh continue beaucoup à construire. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des pans de l'activité au niveau immobilier, sur le résidentiel en particulier, le Vietnam ou la Chine, où les choses ne sont pas très roses en ce moment, mais c'est lié à des problèmes plus de financement et je dirais des règlements de compte aussi politiques en même gouvernance, temps, qui font que voilà, ça a impacté directement le secteur résidentiel. Mais les fondamentaux sont là. Ensuite, il y a plein de pans de l'immobilier qui continuent à très bien fonctionner, l'hôtellerie, les projets dans la santé, les équipements publics ou évidemment tout ce qui est bâtiment industriel, puisqu'on a la chance de faire aussi beaucoup d'usines. Et en ce moment, comme vous le savez, avec ce qui se passe, la relation sino-américaine, c'est sûr que le Vietnam ou la Thaïlande sont parmi les premiers bénéficiaires de la stratégie Chine plus 1, dont on en parle souvent. Et alors aujourd'hui, tout ce qui est bâtiment, donc industriel, logistique, tertiaire, etc., ce sont des bâtiments sophistiqués à la pointe qui commencent à se rapprocher de nos standards, malgré des contextes urbains difficiles parfois. Alors, les bâtiments industriels, oui, se rapprochent de standards, tout simplement parce qu'il y a quand même énormément d'investissements étrangers qui tirent vers le haut l'ensemble du secteur industriel. Donc, aujourd'hui, on fait de plus en plus de bâtiments durables, en fait, certifiés LEED, certifiés BREEAM, enfin, toutes les certifications qui existent sur des green buildings. Sur la partie immobilier, là, on est plus à la traîne, puisque les besoins sont énormes. On est un peu comme en France dans les années 50-60 dans de nombreux pays où il y a énormément de besoins parce qu'il y a une population qui grossit. Donc effectivement, il faut faire vite, il faut faire efficace, il ne faut pas forcément faire des choses de très grande qualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la partie résidentielle ou même au niveau des bâtiments de bureaux, bon, il y a quelques projets qui sont emblématiques et qui sortent du lot. On a eu la chance de travailler par exemple sur la très belle tour Mahanakhon à Bangkok, qui est un objet architectural absolument sublime. Mais c'est vrai que la moyenne générale, c'est quand même beaucoup moins qualitatif. Donc le bureau continue à être bien orienté? Les immeubles de bureau, le tertiaire de bureau? Les immeubles de bureau, globalement, n'ont pas été aussi impactés que ça par la crise du Covid, comme on aurait pu le penser. Alors, il y avait des pays où il y avait quand même un stock qui était relativement faible. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de développement des services en particulier. Hein, c'est l'effet aussi Covid, qui fait qu'aujourd'hui, les bureaux, mis à part 2-3 pays, ça se maintient quand même assez bien. Alors, est-ce que la ville durable aujourd'hui est une réalité? Donc, qui dit ville durable dit mobilité douce, hein, effectivement, et puis nouvelle mobilité urbaine intelligente et repensée. Est-ce que Nusantara, la fameuse capitale, un peu pharaonique peut-être, Sylvain, je ne sais pas si tu as quelques éléments à nous dire un peu, c'est 35 milliards d'euros, c'est un peu comme la nouvelle capitale en Égypte, hein. Est-ce que ça va sortir de terre? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je crois qu'il y a pas mal de problèmes de financement, il y a des incertitudes politiques, hein, avec les élections, mais enfin c'est un projet phare quand même, hein. Et puis, est-ce qu'il y a des projets de ville durable qui commencent à émerger véritablement dans la zone ou pas? Alors il y a quelques projets de ville durable qui restent à l'étape, je dirais, de quartier, plus que de ville en tant que telle, des quartiers éco-friendly, on va dire, qui sortent dans nombreuses villes, un peu partout, hein, à Saigon, à Jakarta, à Bangkok, etc. Mais ensuite, en termes de ville durable en tant que telle, alors effectivement, Nusantara, c'est un projet absolument énorme qui vient de démarrer, hein, qui a été lancé. Maintenant, il est clair que s'il n'y a pas la mise en place des PPP nécessaires pour faire durer le projet, malheureusement, le projet ne va pas aller très loin. Alors, merci à vous pour cette première présentation.